Dans le cadre de WHO Donit, il semble approprié d'exhumer cette vidéo dans laquelle il faut demander à Yann Symbolmark déposé d'expliciter les fondements de son système. Bien que #les vrais savent que le dit rojdisme n'est qu'un patchwork psychopathologique de diverses idéologies pêle-mêle, reste que le fait d'avoir un code source à lequel se référer pour produire nos enquêtes ad hoc demeure une contrainte créative irrésistible. Faites circuler le plus possible autour de vous quand vous verrez des gens ne pas comprendre de quoi il s'agit lorsqu'un mème de Yann circule sur le web. Mais c'est ça. Donc, avant, on va voir les fondements du rojdisme parce que c'est probablement une des questions qui revient le plus souvent. Matt, je débattrais bien avec le Dark Paladin. Mais je sais pas c'est quoi le rojdisme. C'est quoi? J'ai jamais compris. Puis arrête pas d'en parler. Mais on sait pas c'est quoi. Donc là, j'espère que Jean-François Marcal, qui était pas la personne que j'imitais nécessairement spécifiquement dans ce que je viens de dire, mais dans le fond, c'est ça. J'espère que les gens qui se demandent c'est quoi le rojdisme sont là parce que on en parle aujourd'hui. Pour moi, dans le fond, il y a 3 choses que je sais par rapport au rojdisme. D'ailleurs, ils ont été réaffirmés dernièrement dans le cadre de la saga bananière. C'est que le rojdisme repose sur 3 piliers, contrairement aux 5 piliers de l'islam. Non, ça c'est le virilisme. Ah, ça c'est le virilisme. Donc voilà, je confondais 2 choses. Exactement. Donc, oubliez tout ce que j'ai dit. Juste avant que je donne la parole à Yann, vous avez en haut de l'écran le taker qui, dans le fond, si vous avez envie de nous faire des dons sur la Troll Academy, évidemment, vous pouvez nous faire des dons tout simplement pour nous encourager, mais vous êtes plutôt invités à nous faire des call to action, c'est-à-dire vous envoyez un don et vous nous posez une question, vous nous suggérez, par exemple, n'importe quoi que vous trouveriez qui pourrait être drôle pendant le show pour justement comme amener une valeur ajoutée, eh bien, allez-y avec le compte PayPal, parce que le compte PayPal, on a 98% de l'argent qui revient dans nos poches. Si vous voulez, par contre, à l'inverse, vous donner en spectacle, comme aime le faire parfois le Master Troll lui-même, en fait, comme le fait systématiquement le Master Troll, vous pouvez aussi envoyer un super chat sur YouTube, mais là, sachez que vous allez enrichir le lobby LGBT et les Alphabet People parce qu'ils vont se graisser la patte, mesdames et messieurs, avec... plus le gouvernement. Plus le gouvernement, plus Apple, plus tout le monde, ils vont prendre une partie du montant que vous allez nous envoyer. Mais bon, c'est ça qui est ça. Donc Yann, écoute, tu nous as préparé quelque chose de les fondements du rojdisme. Donc, premièrement, j'ai un trigger warning et une rétractation à faire. Donc, les sorcières bananistes ne sont pas finalement des espionnes russes. Donc, en fait, elles ne sont pas si intéressantes que ça. En fait, c'est juste des prostituées white trash sous-développées. Donc, c'est notre version québécoise des mangeurs de chats haïtiens de Springfield en Ohio. Donc, Yann devrait s'en tenir à faire des trucs X, Y, Z. Ça, c'est un commentaire qui revient souvent. Mathieu m'en parle sur Facebook. Yann, là, il devrait faire juste des trucs sérieux. Ou Yann, là, il devrait faire telle affaire. Ou là, Yann, là, il devrait faire telle affaire. Je m'en calisse. OK? Tu comprends pas c'est quoi la game. J'ai transformé un scandale MeToo en publicité positive pendant 2 semaines. J'ai démontré que j'étais un opérateur pour construire un narratif plus impressionnant qu'une équipe d'humoristes de l'École nationale de l'humour. Donc, en termes de guérilla médiatique, le rojdisme est plus impressionnant que 10 bobos urbains éduqués. Et l'inverse du rojdisme, c'est par exemple Juan Branco et Julian Assange qui ont fini avec des accusations criminelles. Donc, j'ai évité que je me fasse canceller dans mon propre milieu. Et en plus, j'ai multiplié la diffusion grâce à ces prostituées white trash marxistes. Là, je dois dire que je ne peux pas condamner, excusez-moi, je ne peux pas, endosser cette terminologie-là rojdienne. J'ai décidé de m'en dissocier, mais j'aimerais juste rappeler que sur la Troll Academy, on peut dire ce qu'on veut. Okay? Donc, le Master Troll, comprenez bien, n'est pas coupable par association, par défaut. Ça, c'est les low IQ qui pensent comme ça. Yann a le droit de tenir les propos qu'il veut et il vit avec les conséquences de ses propos. Mais, et ça, c'est, à mon sens, la grande force, peut-être même unique en son genre de la Troll Academy, et plusieurs personnes me le disent. Des fois, des gens quittent, entre autres, à cause de Yann, mais bon, pour d'autres raisons aussi parfois, et ils me disent, Mathieu, on va sûrement finir par revenir parce que c'est ton groupe, ton univers, c'est la seule place du web où c'est qu'on peut dire tout ce qu'on a envie de dire puis où est-ce qu'on peut être nous-mêmes. Donc ça vaut pour Yann également. Ben, si t'es pas capable de m'entendre, c'est la preuve que t'es pas vraiment pour la liberté d'expression. Donc, en fait,
Le rojdisme est le serment du test pour les gens qui se disent véritablement libéraux. Mais qu'est-ce que tu penses du meme de Atlas, évidemment, qui retient la voûte céleste sur ses épaules? C'est la peinture de je ne sais plus trop qui est souvent reprise. Puis ça dit, dans le fond, les gens qui maintiennent le droit de faire des insultes sexistes, rétrogrades, misogynes, etc., etc. Dans le fond, ce sont les Atlas qui tiennent sur leurs épaules la voûte céleste de la liberté d'expression. Présentement, oui. Depuis 2017, c'est assez clair pour moi parce que c'est le cheval de bataille le plus fort pour monopoliser et mobiliser les bonnes femmes, les princesses Disney, les grosses torches et les sorcières de la rive nord bananiste. Donc, tout ce qui est discours pour le droit des femmes, contre les féminicides, la cérémonie annuelle de la Polytechnique pour vénérer ces martyrs, ces Jeanne d'Arc modernes. Toutes ces histoires-là sont faites pour perpétuer ce système de gynocratie bobo-urbaine éduquée, financée à même la poche des contribuables québécois. Donc là, venons-en, maintenant que le trigger warning a été complété, venons-en, parce qu'on veut tous savoir, parce qu'on nous cache des choses. Nous voulons connaître les fondements du rojdisme, parce qu'il y a des gens qui, par une opération du Saint-Rojdi, se convertissent spontanément. Grande Force Tranquille, Ayacutra Généralissime, Smithers Trademark se sont convertis spontanément pour des raisons qu'on ignore. C'est un petit peu comme la combustion spontanée. Grand bien leur fasse. Mais il y a certaines personnes, comme Jean-François Marcal, par exemple, eux, ils ont besoin de plus. Ce sont les Thomas de l'évangile trolatique. Ils ont besoin de mettre leurs doigts dans les trous du rojdisme. Donc là, écoute, on a besoin d'avoir l'heuristique, donc d'avoir la cartographie, la Magna Carta du rojdisme pour être capable d'y accéder Oui. et évidemment de s'y convertir éventuellement pour ceux que ça intéressera. Donc, premièrement, remarque protocolaire. En écrivant ces pages des fondements du rojdisme, je me suis rendu compte qu'en fait, écrire les fondements du rojdisme, c'est un peu se prendre pour Moïse. Quand en fait, le rojdisme revient vers la tradition orale comme durant l'Antiquité, parce qu'on est en train de perdre nos fondements littéraires. Donc, le rojdisme va se transmettre seulement de manière oratoire, de manière orale, grâce à nos langues cavalières. Donc, ça, c'est un principe de base. Mais là, Yann, attention, parce que, comme tu l'as dit toi-même, une pipe, ça compte. Donc là, si le rojdisme se transmet de façon orale, on a un problème au niveau trolatique ici. C'est-à-dire que le rojdisme va faire augmenter le body count des gens. Ben, en fait, c'est un body count spirituel du rojdisme. Premièrement, le rojdisme a compris la sentence nietzschéenne. Dieu est mort et c'est nous qui l'avons tué. Donc, le rojdisme a pris acte de la mort de Dieu, nietzschéenne. Mais le rojdisme dépasse le nihilisme nietzschéen en allant dans le post-nietzschéisme. Et là, c'est pas un post-nietzschéisme de surhomme. C'est pas la volonté de puissance nazie. Non. Le post-nietzschéisme rojdien, c'est faire revivre Dieu, résurrecter Dieu. Donc, le rojdisme... Mais attention, Yann, parce que pour résurrecter un mort, tu as besoin soit d'une sorcière, soit des nécromanciens. Donc là, fais attention, tu t'aventures dans un... Faux. Dans la Bible, il est écrit, Matthieu, que les fils de Dieu vont exorciser les démons, résurrecter les morts, et une autre affaire que j'oublie tout le temps. Donc, faire des guérisons. Donc, c'est comme ça que ça marche. Donc, le rojdisme tire son suc, sa puissance, son psychisme de la puissance de Dieu, évidemment, du christianisme. Et donc, le rojdisme accepte pour le moment les deux filiations apostoliques, catholiques et orthodoxes. Le débat n'est pas encore tranché. Il y a deux courants dans le rojdisme à ce niveau-là. Ensuite de ça, le rojdisme, c'est l'épicurisme. C'est un modèle pédagogique beaucoup plus simple que tous les modèles qu'on a appris dans les cours de philosophie. Donc, Platon, Aristote, la scolastique, toutes ces affaires-là. Épicure, c'est 10 fois plus facile. Tout le monde est capable. Même, je suis certain qu'un haïtien mangeur de chat, je vais être capable de faire comprendre comment que ça fonctionne. Yann, il faut que je précise que tu t'es fait corriger sur ton français. Oui. Donc, ici, on a l'autiste amateur qui dit résurrecter, common, c'est un anglicisme. Il aurait fallu dire susciter. Oui, c'est bon, il n'y a pas de problème. Donc, l'épicurisme, ce n'est pas une dialectique. Très important. Donc, quand Matthieu, il parle de dialectique rojdienne, je tressaille dans mes fondements.
Donc, l'épicurisme est un canon assez simple, séparé en 3 parties. Moi, je les ai modifiés pour la mienne. Donc, le canon, la canonique rochdienne, c'est une hiérarchie qui commence en haut avec la physique et là, on descend. On se rapproche du plancher des vaches. L'ontologie, les sciences humaines, on se rapproche du plancher des vaches. L'esthétique, l'éthique et la politique quand on est rendu sur le sol. Mais là, Yann, parce que tu dis on se rapproche du plancher des vaches, tu sais que cette lecture-là, qui est théorique, en fait, la statue est sur sa tête. Donc, les choses sont à l'envers. Parce qu'on sait, moi, je suis un disciple de l'ingénieur polonais Korzybski qui a écrit un livre que plus personne ne lit aujourd'hui, dans les années 40, qui s'appelle Science and Sanity. Et dans ce livre-là, il explique que la carte n'est pas le territoire. La carte émerge du territoire. Donc, le réel ne découle pas de la métaphysique. La métaphysique découle du réel. Non, c'est que la canonique rochdienne part des principes physiques pour accoucher à une casuistique éthique, esthétique ou politique. Donc, tu pars pas de la métaphysique, tu pars des lois naturelles. Exactement. OK, c'est bon. Donc, l'épicurisme rochdien, par exemple, le calcul des plaisirs, ça, c'est une notion qui est jamais comprise par les gens qui se pensent épicuriens. L'ataraxie. Et même les gens qui critiquent Épicure, ils savent même pas que ça existe. Par exemple, j'ai expliqué à mon pasteur Carlos Norbal, qui a 2 doctorats, c'était quoi l'ataraxie. Donc, oui. Il savait pas c'est quoi? Non, il savait pas. Il savait pas. Non, c'est la réalité. La réalité, c'est que Épicure, il a été dévoyé de plusieurs manières par tout le monde. Donc, le calcul des plaisirs. Il y a des plaisirs, il y a 3 types de plaisirs. Utile, nécessaire, utile, non nécessaire, non utile, non nécessaire. Et le calcul des plaisirs, l'ataraxie, c'est prendre en compte que chaque plaisir que tu vas accepter, utiliser, revendiquer, vient avec des déplaisirs. Oui, c'est comme quand tu te shootes à la drogue. Quand tu te shootes à la drogue, après ça, pendant une couple de temps, tu vas te sentir mal. Ça a été repris au 18e, excuse-moi de te couper, je vais te laisser aller après. Ça a été repris au 18e, 19e siècle, notamment par Jérémy Bentham, qui est un peu le père spirituel de la pensée utilitariste, qui est encore enseigné dans les cours de philosophie aujourd'hui. Il y avait justement sa hiérarchie des plaisirs, puis clairement, c'est inspiré d'Épicure, et il donnait comme première qualité d'un plaisir, qualité fondamentale, la durée. Parce qu'un plaisir qui ne dure pas, c'est-à-dire que la durée est supérieure à l'intensité dans la hiérarchie des plaisirs. Ça, c'était selon Jérémy Bentham. Oui, les utilitaristes ont repris des principes épicuriens, des principes de certains hédonistes pour essayer de concevoir un genre de calcul de plaisir au niveau sociétal et individuel. Ça n'a pas fonctionné. Les gens qui parlent d'utilitarisme comme si c'était génial, ils ont tout simplement aucun fondement historique, aucune culture historique. Et donc, l'Épicure, c'est centré au niveau des plaisirs, mais Épicure était très austère. Il a vécu au-dessus de 80, il était malade toute sa vie, il mangeait un petit peu de pain, un petit peu d'eau, un petit peu de miel dans sa journée, un petit bout de fromage, puis il était heureux. Il aimait ça cruiser des prostituées actrices, pour de vrai. Et c'était vraiment son fun. Ah ouais. Et la pédagogie, donc, épicurienne est vraiment très simple. C'est vraiment apprendre un canon de base au niveau éthique, apprendre un petit peu de physique et apprendre un petit peu d'ontologie. Et ce savoir-là est accessible à tout le monde à l'intérieur du jardin. Il n'y a pas d'hermétisme épicurien. L'Épicure est un populisme qui est tellement populiste qu'il va créer un petit peu des statuts pour ses penseurs les plus influents. Donc, c'est ça. Nietzschéisme, christianisme, épicurisme. Ça, c'est à la base du Rochdien. Mais il y a aussi une quatrième patte à la table, le virilisme. Le virilisme, comme Mathieu l'a bien souligné, il y a 3 fondements au virilisme. C'est donc poser ses limites, poser sa souveraineté, prendre des risques et ses responsabilités, gérer ses émotions de manière saine. Donc, avec tout ça, on a en gros les fondements du rochdisme, mais le rochdisme, c'est aussi une esthétique, une théorie de l'humour rabelaisienne impliquant la commedia dell'arte, impliquant l'humour absurde anglais, l'humour comme la petite vie dans le temps au Québec, et évidemment des personnages qui ressemblent à Andy Kaufman. Le rochdisme, c'est aussi une méthodologie qui reprend la méthodologie de Michel Onfray, Friedrich Nietzsche et Michel Foucault. Si vous voulez savoir c'est quoi la méthodologie en détail, parce que vous aimez ça avoir des références à Jean-François Marcan, vous allez lire Archéologie des savoirs de Michel Foucault. C'est un livre de 250 pages qui explique comment qu'on fait de la vraie étude
littéraire. Techniquement, Yann, c'était toi qui exigeais une source à Jean-François Marcal. C'était pas lui qui t'exigeait une source. Non, mais c'est parce que lui, il dit tout le temps, à chaque fois que moi je dis de quoi, il faut que je donne une source, mais à chaque fois que lui dit de quoi, il n'y a pas de source. Ah, ok. C'est ça, c'est comme ça que ça marche avec lui. Donc, le rochdisme, c'est aussi du journalisme citoyen. Prenons en exemple James O'Keefe, Tim Pool, George Orwell. Le rochdisme, c'est aussi une stratégie de guerre 5e génération qui encapsule mon travail de journaliste et mon travail de penseur mieux que ne le ferait un livre. Donc, plutôt qu'écrire un livre que personne va lire, j'ai construit en un peu moins de 2 ans une idéologie à mon nom pour diffuser ma plateforme, pour me protéger comme un bouclier rhétorique contre les gens qui m'agressent et moi et ma réputation, comme une arme offensive capable d'éradiquer des sorcières sur la rive nord de Montréal. Le rochdisme débridé est un narratif qui a été conçu dans le rochdisme après le 13 juillet 2024 pour accentuer la pression sur les bobos urbains éduqués. C'est un catalyseur d'opérations psychologiques. Le rochdisme débridé était un piège tendu aux sorcières de la province du Québec. J'ai appliqué les enseignements de la stratégie militaire dans le théâtre d'opérations du 21e siècle. J'ai quadrillé le narratif. J'ai submergé leurs fonctions cognitives. J'ai exorcisé leurs démons. J'ai projeté leur vulnérabilité. Full Spectrum Dominance. Les sorcières de la rive nord. Le Master Troll. Les bananistes. Tous étaient sous emprise rochdienne. Une petite chaîne, quelques milliers d'abonnés, a monopolisé les médias alternatifs pendant 2 semaines, grâce à la fractale rochdienne. Le rochdisme est une fractale méthodologique et une fractale méthodologique. Attends, explique-nous, si tu peux, qu'est-ce que ça signifie en langage clair, en vernaculaire, une fractale méthodologique? La fractale méthodologique, c'est dans la méthode, il y a une boucle récursive qui revient et qui se nourrit comme le serpent qui mange sa queue. Et la fractale méthodologiste, c'est que la méthode en elle-même implique qu'on révisite la méthode. Donc, comme qu'on fait de la programmation maintenant à des niveaux plus accentués, pendant qu'on est en train de implémenter en cycle le projet, on peut modifier le cycle en cours. Donc, ce qu'on pourrait appeler un système ouvert. Exactement. Donc, les principes de la méthodologie scientifique sont repris dans le rochdisme. C'est un principe qui est ultra simple. On a juste modifié le nom depuis quelques siècles. Ça existait durant l'Antiquité. On appelait ça l'empirisme. Et là, il y a des gens, des magiciens, qui ont inventé les mots peer-reviewed et journal scientifique. Et ils ont amadoué la population avec un sortilège de Jedi niveau 6. Niveau 6. Niveau 6, mesdames et messieurs. Et là, le rochdisme rejette la présence du gouvernement dans la science, dans la famille, dans la santé, dans l'éducation, dans l'urbanisme. Le rochdisme est contre les sacrifices humains et l'esclavage. Le rochdisme est pour le programme de mariage chrétien. C'est comme ça qu'on crée de la confiance dans la population et qu'on crée de la légitimité au système. Le rochdisme a fait une analyse contextuelle, situational awareness, pour savoir c'est quoi les enjeux les plus importants. Quelles sont les causes à la racine du mal présentement dans la société. Et le rochdisme s'est rendu compte, parmi ses pairs, que l'enjeu numéro 1, c'est l'absence de virilisme chez les hommes. Un virilisme est déficient qui est que les femmes vont prendre d'assaut, parasiter. Les grosses torches, les princesses Disney, les sorcières, la gynocratie étatique se nourrit sur cette absence de virilisme. Et donc, c'est l'enjeu numéro 1 du rochdisme. C'est pour ça que le rochdisme débridé était vraiment intense en face des femmes, en face des bonnes femmes. Et donc, pour le rochdisme, la démographie, la santé, l'éducation, la famille, la sécurité et la monnaie sont les 6 enjeux régaliens rochdiens. Et pour appliquer le rochdisme sur le plancher des vaches, comme je vous ai dit tantôt, on partait de la physique et on arrive à l'éthique, politique, esthétique, le rochdisme doit
fonder des baronnies. Et donc, le rojdisme va prendre d'assaut les élections municipales. Donc, si vous voulez participer au rojdisme appliqué, vous devez faire comme l'apôtre rojdien François Aubé et vous présenter à la baronnie de sa ville parce que nous sommes comme au Moyen-Âge. Et au Moyen-Âge, votre titre, c'est vos droits. Il n'y a plus de citoyens. Vous êtes soit un baron, un maire, vous êtes soit un shérif, un député, vous êtes soit un serf, un indentured servant, un esclave ou un métèque qu'on appelle un salarié ou un salarié à visa. Vous êtes ou bedon, vous êtes un citoyen souverain, un entrepreneur, un chevalier. Qui voulez-vous être en 2024? Je vous pose la question. Donc, le post-rojdisme, passer à travers la transition rojdienne, c'est faire ce que François Aubé a fait. C'est peut-être le premier baron rojdien qui prendra siège au Québec. Et sa plateforme sera centrée sur la résolution de problèmes locaux. Il y a des enjeux de procès qui vont coûter cher à la municipalité. Il va régler ça comme un businessman. Il va balancer le budget. Il va promouvoir une croissance économique. Et il va faire du développement d'infrastructures parce que c'est ça, la réalité sur le plancher des vaches quand on fait de la politique, quand on pose des questions. Et c'est ce que François Aubé a fait. C'est ça, le rojdisme. Wow! Écoute, là, dans les commentaires, si vous avez des questions pour expliciter certains points de détail, comme dirait un lepéniste, du rojdisme, que vous avez peut-être un petit peu moins compris, certaines zones d'ombre du discours de Yann, c'est le temps de pinpoint ce sur quoi vous êtes resté sur votre faim. Donc, je vais poser vos questions à Yann, s'il y en a. En ce qui me concerne, écoute, moi, je vais juste plutôt faire une sorte de synthèse, de résumé peut-être. Ce qui est intéressant, c'est que quand j'étais étudiant à l'université, il y avait un prof qui nous avait parlé, par exemple, de Marx, de tous les philosophes jusqu'à Nietzsche, je dirais, dans un certain sens. Nietzsche a peut-être amené une sorte de basculement qualitatif. Il a dit, c'était normal, par exemple, pour un philosophe digne de ce nom, de vouloir justement engendrer un système, non pas totalitaire, mais un système qui, dans le fond, englobait une représentation du monde complète. Okay? Donc, un système tout explicatif. Et on a ça, par exemple, de Platon jusqu'à Marx, dans un certain sens, mais mettons jusqu'à Kant. Kant, Hegel, ça a été les derniers grands systèmes explicatifs qui prétendaient finalement amener une réponse à tout. Et bon, il y a des différences, évidemment, entre chacun de ces systèmes-là, mais ça a été la grande ambition philosophique, je dirais, jusqu'à Nietzsche, qui lui a dit que Nietzsche a arrêté, lui, il a dit non, il dit moi, en fait, mon ambition, c'est de ne pas accoucher d'un système. Donc, c'est là qu'il y a eu un saut qualitatif, je te dirais, dans la façon de pratiquer la philosophie. Donc, le rojdisme, finalement, fait l'impasse sur Nietzsche. Il est à la fois post-Nietzschéen, mais en même temps anti-Nietzschéen. Donc, le rojdisme atomise Nietzsche dans l'histoire des idées et retourne à Kant, retourne à Hegel, comme il le dit lui-même. Ces médiations-là, mais ça fait penser un peu au langage spéculatif de l'idéalisme. Oui et non, parce que je reconnais pas le matérialisme historique. OK, mais Hegel, c'est de l'idéalisme. Exactement. Donc, pour moi, ça n'existe pas. Pour moi, cette histoire d'essayer de comprendre l'histoire, c'est une fabulation d'idéaliste. Donc, je suis un anti-idéaliste. Donc, je suis un kantien anti-kantien. Parfait. Puis, ce qui est intéressant aussi, c'est que tu as repris, dans le fond, les 5 grandes familles, je te dirais, les 5 grandes catégories de l'interprétation du réel chez les Grecs, qui étaient la métaphysique, l'épistémologie, le politique, l'éthique et l'esthétique, qui avait été repris notamment par Ayn Rand, qui est une philosophe qui était une des seules femmes que tu peux détester ouvertement et ne pas te faire traiter de sexiste, parce qu'effectivement, elle était de droite. Donc, peut-être un peu comme Marine Le Pen aussi aujourd'hui, quoique Marine Le Pen est quand même gauchiassante. Bref, Ayn Rand avait cette ambition-là avec sa philosophie, le objectivism, de répondre à de combler, en fait, ou plutôt de répondre aux questions de ces cinq domaines-là de la pensée. Donc, en fait, moi, juste pour synthétiser tout ça pour tout le monde, je te demanderais, en une phrase, de résumer brièvement ta métaphysique, ton épistémologie, ton éthique, ton politique, puis ton esthétique. Rapidement. Parce qu'elle le résumait en un mot. Elle disait métaphysique, realism, épistémologie, objectivism, éthique, égoïsme, etc. Fait que dans le fond, comme tu résumes ça de façon très synthétique. Sérieusement, je vois pas... on peut y aller un point par point, mais un mot pour résumer tout ça, c'est impossible. Mais une phrase. Donc, mettons la métaphysique rojdienne en une phrase. Premièrement, métaphysique rojdienne, c'est une métaphysique qui est chrétienne. OK.
Ça fait que quand j'ai dit christianisme, ça répondait à ta question. Donc, toi, ça serait christianisme. Épistémologie, fractale, Ben, fractale plus rogéenne? que ça, en fait, parce que je connais du christianisme épicurien, parce que je reprends les plaisirs, puis je pourrais même ajouter christianisme épicurien qui est fidéiste, en fait. Dans le sens que la raison pourquoi que le rochdisme épouse la métaphysique chrétienne, c'est parce qu'on est dans une civilisation chrétienne. Donc, il y a une raison aussi qui est géographique. Donc, si tu veux, pour aller au fin fond de la métaphysique rochdienne, il y a un lien entre le christianisme et notre ADN et notre géographie. Fait qu'on revient au principe physique. Je trouve ça intéressant. C'est dans le fond, c'est que tu ramènes la pensée à une certaine forme d'expression d'un matérialisme, entre guillemets. Ben oui. Au sens où, dans le fond, comme la pensée ne s'est pas auto-engendrée. Ben non. Elle n'existe pas de façon indépendante. C'est pour ça que je dis que je suis anti-kantien. Mais là, c'est là que ça valide Marx jusqu'à un certain point, parce que, je veux dire, il n'y a aucun penseur qui a eu tout faux. Marx disait, notre conscience est le fruit de nos, Ouais. de nos, moi, de je nos rejette relations. les deux. De nos rapports de production, de nos relations existentielles. Je rejette le matérialisme 100% et je rejette l'idéalisme 100%. Pour moi, c'est les deux, c'est une fractale. Bon. Pour ça, je dis que c'est une fractale méthodologique et méthodologiste, parce que on peut pas départager le coévolutif, le biologique et l'idéal. Ouais. Mais c'est comme mens sana incorpore sano. Un esprit sain dans un corps sain. Tu peux pas juste. On a vu, il y a un bodybuilder là, slave qui est mort aujourd'hui. Là, ça a fait les manchettes. Là. Il était vu comme genre de biggest monster in the world. Je sais pas trop quoi. Genre, son surnom, c'était le golem. Oui, genre 30 quelques années. 36 ans d'une crise cardiaque. Okay? Donc, mens sana incorpore sano. Faut faire attention. Donc, maintenant, éthique. L'éthique rogéenne en une phrase? L'éthique rochdien, elle reprend les vices et les vertus chrétiennes et elle juxtapose le virilisme romain. Parfait. La politique rochdien. La politique rochdien refait l'histoire sur les longues durées. Donc, la politique rochdien, c'est l'histoire de l'Empire romain et l'histoire du christianisme juxtaposée encore une fois. Mais concrètement, ton système, ça serait quoi? Une forme de libéralisme traditionnel? On ne peut pas séparer le libéralisme et le christianisme. Donc, encore une fois, les deux sont interreliés. Quand tu as juste le libéralisme, ça devient du libidineux. Et quand tu as juste du christianisme, ça devient des sectes. Donc, ça prend les deux. Ça prend ce qui a fonctionné dans la civilisation chrétienne, c'est une dose de liberté individuelle et de la confiance dans la population. On appelle ça la impersonal pro-sociality. Impersonal pro-sociality. Et donc, le mélange des deux rend ça possible encore une fois. C'est pour ça qu'on peut pas séparer. Moi, j'haïs les gens qui sont comme moi, je veux être 100% romain, moi, je veux être 100% comme les Grecs dans le temps, moi, je veux être 100% chrétien comme dans le temps. Non, c'était même pas comme ça dans le temps. C'était tout mélangé dans le temps. T'avais les mythes grecs, les mythes romains, les mythes chrétiens et les mythes païens, tout mélangés ensemble. Donc, il y a une raison pourquoi c'est le christianisme qui a gagné sur toutes ces engences-là. Puis c'est pas l'Église physique la raison. C'est l'Église spirituelle la raison. C'est la force vitale de la civilisation chrétienne qui a engendré tout ça. Les humains, la ressource humaine. C'est la ressource humaine qui pensait les cathédrales baroques et gothiques. C'est pas Rome qui a créé ça. Ça a pris plusieurs siècles pour certaines de ces cathédrales et basiliques à être construites. Ça a pris énormément de ressources. Ça a été un pari pluricentenaire. Ça prenait de la foi pour faire ça. C'est comme avec les pyramides. Exactement. Mais je te coupe là-dessus parce que là, il faut s'en aller dans la vidéo parce qu'elle dure quand même 1h11 minutes à peu près. Fait qu'on va changer de slice dans pas long. On avait dit une demi-heure, c'est ça qu'on a fait. C'est ça. Donc, écoute, bien résumé. C'est sûr que moi, dans le fond, je prendrais peut-être pas comme ça que nécessairement le christianisme. Par contre, personnellement, je valide entièrement ton approche organique. Je suis entièrement sur cette ligne-là aussi. On ne peut séparer les choses qu'en penser. C'est-à-dire que dans le fond, toute division est une projection de l'esprit humain. Dans la réalité, tout est individu. Donc, je suis un moniste à ce niveau-là, mais ça, c'est moi. Après ça peut être, il y a des gens qui pourraient être en désaccord avec ça, mais c'est pas le sujet d'aujourd'hui. Et finalement, en une phrase, l'esthétique rochdienne. L'esthétique rochdienne, ça, c'est une esthétique qui reprend beaucoup
c'est une filiation qui est longue aussi, encore une fois. Fait que l'esthétique rochdilienne, c'est très baroque, c'est très démesuré, c'est beaucoup de pastiches, c'est... ouais, on va dire ça. L'esthétique rochdilienne, c'est un pastiche. Intéressant. Très intéressant. Là, dans le fond, je peux pas vraiment poser la question des gens dans les commentaires parce qu'on finira jamais ce show-là. Je les ai affichés à l'écran. Yann pourra les relire de toute façon plus tard. Je sais que des fois, il relit les commentaires. Donc...